bonsoir Marc. Je suis très heureux de t'accueillir. Nous sommes très heureux de t'accueillir dans le cadre de ces entretiens de l'Académie pour l'Ascension. Euh, voilà, on a partagé des choses fortes ensemble il y a quelques années en arrière. Ça ne nous rajeunit pas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, j'ai un grand plaisir à te retrouver ici et à échanger avec toi. Euh, en ayant suivi ton parcours encore et à travers tes voyages, à travers le monde. Dans un premier temps, si encore il y a des gens qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ton parcours et où tu en es arrivé, comment tu en es arrivé à ce que tu es aujourd'hui? Oula, brièvement. Bon. Euh, brièvement. C'est difficile. Euh, pour faire bref, je dirais une enfance très difficile. Et puis le piano a été mon refuge. Et très vite, j'en ai décidé d'en faire ma vie. Donc j'ai fait des études à côté de ça de philosophie. Et puis en même temps, j'ai fait le conservatoire. J'ai eu mon premier prix en composition à Paris. Et dès que j'ai eu mon premier prix, je suis parti sur les routes. Voilà, les années ont passé, j'ai 59 ans et en 35 ans, j'ai fait presque 6 tours du monde avec mon piano. Voilà ce que je pourrais dire. Super. Euh, Ensuite, pour entrer dans le vif du sujet, quelle est ta perception par rapport à tous les voyages que tu as pu effectuer, les rencontres que tu as pu effectuer à travers le monde, des Himalayas jusqu'à l'Afrique, en passant par les bidonvilles de certaines grandes villes. Quelle est ta perception aujourd'hui de ce que nous vivons? D'abord, je ne te cache pas une grande inquiétude. Alors, le téléphone risque de sonner, vous l'entendrez, mais c'est parce que c'est la seule façon que j'ai d'avoir de la connexion. Je suis en partage de connexion avec mon téléphone. Autrement, je n'ai pas Internet. Et Ok. si je n'ai pas Internet, il n'y a pas de conférence. Il y a pas de... Donc, voilà, on risque d'entendre le téléphone. Déjà, je ne te cache pas que je suis inquiet. C'est une situation qui est quand même très anxiogène. On entend tellement tout et son contraire en permanence que c'est difficile. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi, j'ai l'intime conviction je crois qu'il y a des gens qui ne nous veulent pas du bien. Et puis, et qu'il y a une propagande qui ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, qui est celle de nous faire croire que l'être humain a tous les défauts, voilà, qu'il est vraiment laid, qu'il est vil, et que de toute façon, son éradication est une bonne chose. Moi, ce que je sais, c'est qu'après 35 années, justement avec mon piano, à travers le monde, à travers plus de 50 pays, et sur presque toutes les latitudes et les longitudes, j'ai jamais été déçu, voilà, de l'être humain. J'ai chaque fois été reçu, et j'ai parfois même rencontré des talibans, des enfants soldats, des milices, des gens perdus, voilà, dans des souffrances. Mais malgré tout, quand on peut prendre les gens, je dirais, ces personnes, on peut prendre le temps et bien, se rend compte que oui, elles sont perdues, elles ont d'immenses blessures, ce sont des cœurs très blessés et qu'on peut arriver à les toucher, ces cœurs. Donc, il y a une diabolisation pour moi volontaire qui ne date pas d'aujourd'hui et qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui. Donc, je crois que c'est une propagande et une manipulation terrifiante. Mhm. Pour rebondir sur ce que tu dis, ce que tu viens de dire, tu as écrit un livre, il s'appelle L'éloge de la fausse note, qui justement parle des fêlures, des blessures qui font grandir les hommes et qui leur permettent d'avancer. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ça? Oui, d'abord, c'est inévitable finalement. C'est le jeu de la vie. C'est que nous sommes dans une société qui nous fait croire que
que les fausses notes, c'est mal. Voilà, se tromper, c'est mal. Être insuffisant, c'est mal. Être défaillant, c'est mal. Et ce qui fait que l'insuffisance qui nous caractérise, elle est coupable. Ça crée des immenses mal-être. Ça crée inévitablement des jugements entre nous. Finalement, on a tellement fini par croire à ce paradigme que, que finalement, on se surveille à au moindre écart, à la moindre, entre guillemets, fausse note. Vous n'avez qu'à faire l'expérience demain matin, vous ne démarrez pas au feu vert, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, on a fini par créer des légions d'hystériques, de gens qui sont prêts à vous bondir dessus à la moindre étourderie. Alors que c'est notre humanité. Nous sommes cela. Nous sommes des êtres maladroits, défaillants, insuffisants. C'est notre nature d'être imparfait. Et ce n'est pas une tare. C'est pas une tare. Donc oui, donc quand j'ai écrit ce livre en 2011, voilà, c'était pour dire vraiment ça, que c'était finalement même nécessaire. Voilà, on se rend compte qu'en musique, là, c'est le musicien qui parle. Une partition, elle a besoin de fausses notes. Jean-Sébastien Bach utilisait la dissonance, c'est ce qui lui permettait justement d'écrire ses partitions. Mozart, il y a des fausses notes chez Mozart. Et tous ces compositeurs, chez Mozart, chez Brahms, chez Beethoven, voilà, chez tous ces compositeurs, la dissonance, elle va être utilisée pour aller plus loin. Et c'est comme nous, comme dans la vie, bien souvent, eh bien, on se rend bien compte que, souvent d'ailleurs les gens le disent, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai fondé l'école de la fausse note, et voilà, dont les parrains sont Pierre Richard et Brigitte Lahaye. Et voilà, je reçois les gens, et souvent les gens me disent finalement, grâce à cet accident, ce burn-out, cette séparation, sur le moment, ça a été terrible. Mais finalement, avec le temps, j'en mesure la préciosité, j'en mesure le cadeau. Donc, oui, ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir. Ça, c'est très, très important. Et on se rend compte justement à travers ces fausses notes ou ces imperfections ou ces manques de quelque chose, ben justement, il y a de grandes inventions qui ont été découvertes. Je pense, j'ai une pensée pour des inventions culinaires, par exemple, la tarte tatin qui est une erreur. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça de, de gens qui se sont plantés quelque part pour faire quelque chose et qui en ont fait quelque chose de meilleur. Voilà, et c'est la leçon à tirer de tout ça, quoi. C'est vraiment qu'à à partir d'une imperfection, on arrive à créer autre chose, on arrive à grandir le champ des possibles. Et moi, j'aime bien la métaphore de la cour de récréation. Quand on est dans une cour de récréation, elle est limitée par les murs qui font cette cour de récréation. Et on ne se rend pas compte que au-delà des murs de la cour de récréation, elle peut être beaucoup plus grande. On peut s'amuser beaucoup plus quand on élargit notre champ de conscience. Et à aujourd'hui, toutes nos erreurs, toutes nos imperfections nous permettent justement d'aller au-delà des murs que nous sommes fixés dans cette cour de récréation pour aller expérimenter autre chose. Et j'en fais l'expérience aussi, moi, qui ai commencé à composer sur le tard. Hein. J'ai commencé à composer à 55 ans et je me rends compte que voilà, je m'étais posé des limites dans la composition que j'ai réussi à exploser à 55 ans. Donc, il n'y a pas d'âge limite non plus pour pouvoir exploser ces limites qu'on s'est fixées. Oui, oui, d'ailleurs, dans la musique, il y a un très grand compositeur qui s'appelle César Franck, qui a composé, qui a fait de la musique très tard. Et sa première symphonie, il avait 50 ans. Donc, c'est la symphonie en ré mineur de César Franck, une très belle œuvre. Et il avait, voilà, donc à peu près ton âge. Oui, donc tu disais tout à l'heure, finalement, se planter, oui, ça a permis de créer, de faire de belles découvertes. Il y a une expression d'ailleurs qui dit: celui qui ne se plante jamais ne pousse pas. J'aime C'est beaucoup une cette belle expression. expression. Oui, donc c'est.
Mais tout ça, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, c'est assez, comment dire, reconnu maintenant. La plupart des gens ont conscience de ça. Ce qu'il faut maintenant, ce dont il est important je crois, de se dégager, c'est de la culpabilité. C'est ça surtout le plus difficile. Aujourd'hui, beaucoup de gens maintenant disent, bah oui, les erreurs l'erreur est humaine, on apprend de nos erreurs, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait admis maintenant par le plus grand nombre. Néanmoins, même si on sait ça, la culpabilité est sous-jacente. Voilà, elle est quelque chose qui est assez ancré. Moi, je vois bien les gens qui viennent me voir à l'école de la fausse note et qui me disent, moi, monsieur, je suis une sous-note, ou monsieur, je ne vaux pas grand-chose. Ah, moi, je suis du tout venant. Voilà, cette idée, voilà, de la valeur, je dirais, le peu de valeur que les gens peuvent se donner. Et tout ça parce que justement, dans cette idée de l'insuffisance coupable. C'est ça pour moi la vraie problématique sur laquelle tout le paradigme sociétal s'est construit et toute la croyance. C'est-à-dire que comme l'être humain est insuffisant et qu'il est coupable de l'être et que c'est grave, donc ça va permettre d'instaurer une société avec des caméras, des radars pour surveiller cette insuffisance. Euh, et donc avec une volonté de contrôler évidemment cette insuffisance. Et donc d'essayer d'éradiquer les fausses notes que nous sommes. Et c'est ça qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est que finalement, à force d'éradiquer les fausses notes, ce système, c'est ce qu'il fait, il est juste en train d'éradiquer la vie. C'est ça la vraie problématique. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui un effondrement du vivant. euh, et ça, c'est vraiment problématique, vraiment très, 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 de manière très préoccupante. Et je crains que là, cette crise du Covid soit un prétexte pour nous éradiquer, nous. Maintenant, on parle de transhumanisme et d'intelligence artificielle. Et il y a des gens qui tiennent des discours, des propos absolument terrifiants en disant que, ben voilà, euh, eh bien, l'intelligence artificielle, elle, n'est pas défaillante, va nous remplacer. Et du coup, l'être humain, tous ces gens, on nous fait croire que le nombre est la cause d'ailleurs de la crise, de la problématique, alors que pas du tout. Ce qui est la cause, c'est l'accaparement de quelques-uns. Et donc, c'est ça qui est très préoccupant. Donc, pour moi, je crois que pour nous sortir de cette crise, déjà de ce piège dans lequel que l'on est en train de nous tendre, c'est déjà de sortir de la culpabilité et de se réconcilier avec notre insuffisance. Voilà. Et puis, et d'en jouir même, vraiment, de s'aimer tel que nous sommes et d'aimer l'autre aussi qui est défaillant, d'être touché par cette défaillance plutôt que de la condamner comme souvent c'est fait. C'est ça la clé. C'est la clé pour moi, l'un des mots, maître mot, c'est le mot jouissance, curieusement. Oui, oui comme tu le disais, la réalité dépasse souvent la fiction et on se retrouve dans un monde orwellien. Et, Absolument, absolument. et, euh, et à aujourd'hui, toi, quels sont les outils que tu transmets par rapport à l'école de la fausse note, justement, dans le domaine de l'ESSAR ou ailleurs? Quels sont les outils que tu peux donner aux personnes pour, voilà, pour aller vers l'essence de ce qu'ils sont et reconnaître ce qu'ils sont à naissance? Oui, ben le mot est juste, hein, l'essence, c'est exactement ça. Euh, En fait, quand ils viennent, ces personnes déjà sont dans cette blessure de vie, ce sentiment d'être insuffisant. Et en plus, la plupart ont des problématiques existentielles, des solitudes affectives, une non-réalisation professionnelle, voilà, puis tant de problématiques des désirs non vécus, euh, voilà, tant de choses comme ça qu'ils ne peuvent pas partager, qu'ils ne peuvent pas dire, parce qu'ils ont peur de ne pas être reçus dans leur réalité intime. Donc, je les mets au piano.
c'est puisque l'école de la fausse note, c'est avec la musique. Je les mets devant le piano. La plupart des gens ne savent pas jouer. La plupart des gens ne sont absolument pas musiciens. Et donc, quand ils commencent, ils me disent, mais voilà, je ne sais pas, j'ai dit, mais allez-y. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, leurs croyances, comme tu disais tout à l'heure, ces croyances limitantes, c'est celles ils sont convaincus d'être nuls en musique, fait qu'ils le démontrent. Ça, c'est clair. Ils se mettent au piano et effectivement, c'est nul. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, ce que je leur propose, c'est de changer de croyance. Et je les invite à prendre la posture du maître. Donc, ils me regardent avec des gros yeux en me disant, mais je ne comprends pas, enfin, ils ne comprennent pas. Je dis, mais tu es un maître. Mais en musique, je n'ai jamais appris comment je peux être un maître. Je dis, mais ça, c'est d'abord la musique, euh, ça, tel que c'est enseigné aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Voilà, le solfège, la technique, la théorie, voilà, tout ça est très mental. Alors que la musique, c'est très différent. La musique, c'est d'abord une relation. C'est une relation avec le son. Donc, ce que j'invite la personne déjà à jouer une note et à l'écouter. Juste ça. Parce que ce qui se passe au départ, c'est que quand elle joue, elle la juge, sa note. Donc, elle fait non et voilà. Et puis, elle ne sait pas c'est quoi cette note. Enfin, elle essaie de comprendre et elle n'y arrive pas. Et elle panique et elle s'arrête. Et elle dit, je ne sais pas. Et moi, ce que je essaie de lui dire, c'est on s'en moque de cette note, que ce soit do, ré, mi, on s'en moque complètement. Par contre, la note que tu vas jouer, savoure-la, écoute-la, et invite-la à l'intérieur, au fond de ton ventre, au cœur de tes tripes. Pourquoi? Parce que quand la musique est bonne, souvent on dit waouh, ça sort des tripes. Voilà, ben, ça veut dire que si ça sort des tripes, ça veut dire qu'au préalable, ça y est entré. Donc, je dis, fais entrer ta note jusqu'au cœur de tes tripes. Curieusement, quel est l'anagramme du mot tripe? C'est le mot esprit. Donc, c'est très intéressant. Donc, c'est de nous inviter, d'inviter la résonance là où on dit souvent qu'il y a le deuxième cerveau, d'ailleurs, au plus profond de notre ventre, au cœur de nos tripes. Il y a un autre anagramme pour le mot tripe, c'est le mot pitre. Alors, du coup, ça ne marche plus l'affaire. Et en fait, c'est faux parce que dans l'histoire de la musique, il y a un très grand compositeur qui incarnait les deux à la fois. L'esprit l'habitait et c'était un pitre insupportable. C'était qui? C'était le fameux Mozart. Oui. Mozart était un pitre insupportable. Voilà, et comment dire, il riait fort, il était exubérant, il aimait l'amour, il aimait les femmes. Voilà. Mais pourtant, l'esprit l'habitait. Ça veut dire que ce qu'a fait Mozart, c'est qu'il a mélangé le pitre et l'esprit. Il les a pétris. Et pétri, c'est le troisième anagramme du mot tripe. Donc, tout ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que dans la vie, il faut qu'il y ait de l'espièglerie, il faut qu'il y ait de la légèreté, il faut qu'il y ait de l'humour. S'il n'y a que l'esprit, on s'emmerde. Et s'il n'y a que de la pitrerie, ça manque de profondeur. Il faut les deux, il faut les mélanger. Donc Mozart les a pétris. Et pétri est le troisième anagramme du mot tripe. Et bien sûr, c'est important de les rechercher dans la vie. C'est important de rechercher l'esprit, c'est important d'avoir de l'humour et voilà, de la légèreté. Il faut les pister, et pister est le dernier anagramme du mot tripe. Donc voilà un mot très important. Donc j'invite les personnes à être en relation, à amener le son au cœur de leur tripe et à entrer en jouissance avec ce son, à savourer la note. Comme le maître, les grands maîtres en musique, ils jouissent quand ils jouent. Si on entend un concert de Keith Jarrett, il hurle en concert, il pousse des grands cris, il est là, oh, oh, comme ça. Glenn Gould, quand il joue, il gémit, il est là, comme ça. Allez sur YouTube et mettez un concert en live de Keith Jarrett ou de Glenn Gould, et vous verrez que voilà, ils sont en jouissance. Chez les femmes, c'est pareil. Si on écoute Hélène Grimaud, si on écoute Brigitte Nguerrer, etc. Tous les grands maîtres, Ravi Shankar. Oui. Ravi Shankar,
en sueur, il transpire, il prend son instrument, il joue. En fait, la jouissance, c'est fondamental. Dans ce que je dis à la personne, je lui dis, c'est de jouir sa note. Et jouir, dans la langue des oiseaux, c'est ouïr le jeu. Mhm. Quand la personne fait ça, elle joue sa note et qu'elle la savoure, il se passe quelque chose de complètement différent. Il y a un véritable saut quantique qui se produit. C'est-à-dire que la personne qui, 5 minutes auparavant, se considérait nulle, et elle l'était, 5 minutes après, elle joue la musique, elle l'écoute. Alors, le truc que je donne, c'est avec la main gauche, la personne fait une pulsation sur une basse que j'appelle la fondamentale, sur laquelle, comme dans le bâtiment, la fondation sur laquelle on pose les briques, et bien sur la fondamentale, on va poser les notes. Et comme dans le bâtiment, eh bien, on va poser quelques briques. On va poser, si on fait un mur, on va poser 2-3 rangées de parpaings et puis c'est tout. Il faut attendre que ça sèche. Eh bien, en musique, c'est la même chose. On a notre fondamentale et on va poser 3-4 notes, pas plus, et on met du silence. Et c'est le thème qui va apparaître. Mhm. Voilà comment ça se passe. Et tout d'un coup, la personne se rend compte qu'elle peut faire de la très belle musique et elle est bouleversée. Elle est bouleversée. Et c'est immédiat. C'est vraiment en quelques minutes. Mhm. En quelques minutes. Ça me fait penser, ce que tu me dis, à l'idée que le piano n'est plus un accessoire, mais fait partie de la personne. C'est comme si le piano était intégré dans la personne et il y avait une unité qui se mettait en place entre les deux. Euh, en métaphore, je pourrais dire que dans les arts martiaux, que j'ai pratiqué aussi beaucoup, les outils qu'on peut utiliser dans les mains sont des extensions des mouvements qu'on peut faire, c'est-à-dire qui reflète l'essence de ce que nous sommes vers l'extérieur. Si on fait un mouvement en spirale de l'intérieur vers l'extérieur, il va être amplifié par un mouvement, par un outil, par un sabre, par quelque chose. Et ce que j'entends à travers ce que tu dis, c'est que le piano est une expansion de sa conscience et il permet justement de matérialiser celle-ci dans le vivant, quoi, dans le ici et maintenant. Mais c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Eckhart Tolle dans son livre Le pouvoir du moment présent. C'est que pour nous échapper justement du mental, il faut habiter la main. On va mettre la conscience dans la main pour être justement dans le ici et maintenant. Et donc, évidemment, la personne va jouer et va mettre sa conscience dans son geste et elle va jouer sa note. La basse, la pulsation, qui va être la fondamentale, eh bien, elle va générer des harmoniques. Et dans toutes les harmoniques, il y en a une plus importante que les autres parce qu'elle est plus présente, plus sonore, qu'on appelle la dominante. Elle domine. Et l'intervalle entre la fondamentale et la dominante est un intervalle de quinte. Cet intervalle de quinte, il est juste déterminant. En théorie, quand on apprend les accords, quand on apprend les intervalles, on apprend l'intervalle de seconde, de tierce, de quarte, de quinte, de sixte, de septième et d'octave. Et on met la quinte comme les autres, alors que pas du tout. L'intervalle de quinte est très très différent parce que en fait cet intervalle, il s'avère que je dirais que sans lui, on ne peut pas faire de musique. Enfin, on pourrait, mais d'ailleurs, ça s'est fait au XXe siècle, c'était la musique atonale, mais il faut quand même le reconnaître que c'est tout de même une impasse. Tous les compositeurs aujourd'hui sont revenus à la tonalité. Le XXe siècle, musique atonale, ça donne 2 guerres mondiales. Ce qui est très important, c'est que la quinte, la tonale dominante, en fait, son rôle, c'est un intervalle très particulier parce que c'est un intervalle vortex, c'est-à-dire que sur un plan vibratoire, la tonale fait vibrer la dominante et la dominante fait vibrer la tonale. Voilà, c'est un accord très puissant qui aurait un petit peu le même, la même importance que le nombre d'or. Voilà, c'est ça qu'il faut donc savoir, c'est que cet accord nous permet, en fait, la quinte va nous permettre d'harmoniser la dissonance.
C'est grâce à la quinte que je peux harmoniser la dissonance. C'est d'ailleurs tous les compositeurs utilisent la quinte. Si on prend par exemple la lettre à Élise de Beethoven, ça commence par un mi, ça finit sur un la. Or, la mi, c'est une quinte. Le thème de Paganini de Rachmaninoff, c'est pareil, c'est une quinte. Et on retrouve comme ça chez Chopin la marche funèbre. Voilà, c'est deux quintes avec le thème qui part sur la tonale. Erik Satie, et je pourrais donner comme ça plein d'exemples. Edvard Grieg, le concerto pour piano et orchestre. Tous les compositeurs utilisent la quinte. Ça, c'est très important. Oui, et ça me met. Quand tu me parles de la quinte, moi, je pense alchimie, je pense à quinte essence, le Oui, cinquième oui, élément. j'allais y arriver absolument. C'est-à-dire que ce que dit Eckhart Tolle, en fait, c'est que, si tu veux, pour comprendre ça, ce que tu dis là, c'est la quintessence, c'est qu'effectivement, la tonale, c'est le soi. C'est le soi, on doit se poser sur le soi. Les harmoniques du soi, parce que notre soi a plein de facettes, voilà, qu'on appelle les facettes de notre personnalité. Et dans l'être multifacette que je suis, il y en a une qui domine, qui s'appelle notre nature. Et ça, c'est notre fameuse dominante. Mhm. Donc, la tonale dominante, c'est le soi et notre nature. Tout le travail de notre vie, ça va être faire en sorte que j'épouse ma nature, que mon soi épouse ce que je suis dans ma nature profonde. Mais bien souvent, cette nature, elle est sulfureuse et elle fait peur. Il y a un dicton d'ailleurs qui dit « chasser le naturel, il revient au goulot ». Et donc, on voit bien que le chemin spirituel, c'est de ne pas chasser le naturel. C'est justement de l'accueillir, de le laisser revenir au galop, mais fais quelque chose de cette nature, fais quelque chose de toi. Justement, mes parrains de l'école de la Fausse Note, Brigitte Lahaye et Pierre Richard, leur nature, Brigitte Lahaye, on la connaît, sa nature, voilà, elle aimait les hommes, et Pierre Richard, sa nature, c'est d'être étourdi, maladroit, voilà. Et ces deux personnes, eh bien, elles ont fait en sorte que leur nature soit au service de l'humanité. Et aujourd'hui, ce sont des gens des personnes qui aident énormément les autres. Pierre Richard a fait un bien fou avec sa nature en faisant rire des millions et des millions de personnes. Et Brigitte Lahaye, aujourd'hui, dans son émission de radio L'amour et vous, eh bien, elle aide des millions de personnes, de couples, d'hommes et de femmes dans leurs relations intimes, dans leur sexualité. Elle les aide à trouver l'équilibre et du sens. Donc, on voit bien que tout le chemin spirituel va être effectivement de ces épousailles intérieures, de ce que j'appelle moi la quinte intérieure, le soi et notre nature, notre tonale dominante. Quand les épousailles sont faites, à ce moment-là, j'ai accès, comme dit Eckhart Tolle, à mon essence. D'où l'expression de la quinte essence. Et la quinte essence, effectivement, c'est le summum de notre saveur, notre quintessence. Donc, quelle va être notre quintessence? Ça va être voilà, les livres, voilà, en ce qui me concerne, que j'ai pu écrire, les disques que j'ai faits, les films, etc. Donc, Ajnaël, quelle est ta quintessence? C'est ta musique que tu es en train de faire, ce sont tes peintures, voilà, et tout ce que tu as pu réaliser. Voilà, ta quintessence que tu vas offrir au monde. Voilà, et nous sommes là pour ça, c'est notre devoir d'humanité. Tant que la quinte intérieure n'est pas réalisée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tant qu'il n'y a pas ces épousailles, eh bien, la vie m'esquinte. Donc, c'est intéressant parce que tant que je ne suis pas dans la quinte, je m'esquinte. Je suis extérieur à la quinte. C'est très important. Et en musique, la quinte, le fait d'avoir voyagé pendant 35 ans à travers la planète avec mon piano, je me suis rendu compte que cette quinte, elle était partout. On la retrouve dans toutes les traditions, dans la musique arabe, dans la musique indienne. Alors on pourrait dire, mais les ragas sont très sophistiqués. Et puis il y a d'autres modes, c'est très complexe. Oui, indéniablement, mais le joueur de sitar ne peut jouer que parce que l'accompagne un autre instrument qui s'appelle la tempura. Et qu'est-ce que fait la tempura?
elle fait des quintes ou des quartes. La quarte n'étant autre qu'une quinte inversée, hein, il faut le savoir. Donc, juste ça, c'est de prendre conscience que la quinte, elle est universelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit la quinte de tout. Oui, ben ça me rappelle les noces alchimiques de Christian Rosenkreuz. Et à travers ça, c'est réellement ce que tu décris, c'est le chemin ascensionnel. Hein, c'est le chemin ascensionnel à travers lequel chaque être humain passe. Et Ah oui. ouais, je ressens vraiment ça comme, le passage obligé, le passage par lequel voilà, on doit passer pour incarner ces noces alchimiques. Absolument, c'est toute l'aventure. Mais c'est cette aventure où déjà je dois en premier lieu m'échapper de toute culpabilité. Ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que vraiment le fait de se tromper, d'être maladroit, d'être à côté, demande plus de la bienveillance, de la tendresse et de l'empathie plutôt que de la condamnation. De toute façon, en plus, ce système qui est tellement délirant et malade et pervers et qui diffuse tellement de choses, je dirais, négatives et toxiques, comment ne pas être je dirais, détraqué avec tout ça. Donc, pour arriver à se guérir de tout ça, ça demande un long chemin. Donc, si en plus on se démolit les uns les autres, alors là, on n'est pas prêt d'y arriver. Donc, la clé, c'est de sortir déjà de cette culpabilité, se réconcilier avec voilà, ce que nous sommes. C'est-à-dire, ben oui, c'est être défaillant et maladroit. Et ben oui, alors c'est pas d'être complaisant avec ça, c'est juste simplement de s'en rendre compte et de tout d'un coup de réaliser que là, il y a une aventure qui est celle de se transformer. Je dirais d'ailleurs que c'est un synonyme hein, au mot humanité. Voilà, le mot transformation et humain, c'est la même chose. Nous sommes là pour nous magnifier. C'est tout le sens de la vie. Et quand dans cette vie, je suis à côté, et que je m'abîme et que j'abîme l'autre, que je muse et que juge l'autre, ben, l'âme s'incarne, elle s'incarne dans le corps pour s'âme usée. Donc, c'est le prix à payer pour s'amuser. Et l'artiste, eh bien, il a besoin de s'amuse. Voilà, et c'est l'âme use, donc cette existence, c'est tout le jeu. Et tant que dans cette société 3.0 du transhumanisme, où on veut tout mettre sous contrôle et éradiquer toutes les fausses notes, ça veut dire on va tuer dans ce cas-là toute créativité possible, et on va tuer, je dirais même ce qu'est le sens de l'existence. Le sens de la vie, beaucoup de gens se posent la question, quel est le sens de la vie? Et beaucoup de gens n'ont pas la réponse. C'est vrai que quand on perd son bébé, voilà, qui meurt de ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson, ou qu'on apprend le décès de quelqu'un qu'on aime et qui s'est fait faucher par une voiture, ou que sais-je, enfin, la vie dans toute sa splendeur. Eh bien, du coup, on finit par se poser la question est-ce qu'il y a-t-il un sens? Je me souviens, moi, de cette femme que j'avais pris une fois en Blablacar, qui me racontait un drame qui lui était arrivé. Son petit garçon, il visitait une maison que des amis venaient d'acheter, et la jardinière s'est décrochée du balcon de cette maison. Au moment où le petit garçon de 5 ans est passé, ça l'a tué sur le coup. Ça l'a tué net, devant ses yeux, à la maman. Et c'est vrai qu'elle me disait, je ne crois plus en Dieu, je ne vois pas quel est le sens de la vie. Elle était ravagée, cette femme. Et pourtant, ce que nous dit Mozart, c'est que voilà, cette vie qui nous envoie des fausses notes. C'est pour ça que cette société qui veut interdire les fausses notes éradique la vie, parce que la vie, le propre de la vie, c'est de nous envoyer des fausses notes. La vie, elle est truffée de fausses notes. Je ne vais pas vous apprendre la vie, hein.
Et la vie, sa spécialité, c'est le croche-patte. Au moment où tout va bien, patatras. Voilà, et elle est très forte pour ça. Et je dirais que c'est sa façon à elle, pas toujours élégante et pas toujours délicate non plus, de nous inviter à rejoindre sa vastitude. Elle nous bouscule. C'est ce que dit l'ange dans les dialogues. Il nous dit, je vous effraie, oiseaux endormis, pour que vous vous envoliez. On a tendance à s'endormir dans la cage de la vie. Or, la vie, c'est fait pour voler. Nous sommes là pour nous déployer, nous sommes là pour comment dire, justement nous user. Nous sommes là pour vivre, nous sommes là pour nous frotter, nous sommes là pour nous bousculer, voilà, pour vivre l'existence, pas pour nous endormir. Donc, cette femme, c'est ce que je lui ai dit. Et Mozart, ben, quand il nous fait des fausses notes, il ne va pas mettre en dessous « Je me suis trompé, aïe, 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 j'arrête la musique, pleurer, se morfondre ». C'est plus Mozart. Mozart, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il écrit une autre note, puis une autre note. Et là, il est en train de transformer. Il est en train de nous amener d'une manière magique à la résolution harmonique de cette fausse note. Et c'est ça qui nous fait pleurer quand on écoute ça. Parce que dans cette fausse note qui a été jouée, peut-être que là, ça va raconter justement un décès, un accident, une séparation. Et on est au fond du gouffre, on est dans le tunnel, on est perdu, on n'en voit pas le bout. Et Mozart, il te dit, regarde ce que j'en fais, moi, de ta fausse note. Et souvent, d'ailleurs, les gens, quand ils vont mal, ils écoutent beaucoup de musique. Ça leur fait du bien. Ils me le disent, moi, à l'école de la fausse note. Et ça donne des réponses, la musique. Donc, Mozart répond à la question existentielle, quel est le sens de la vie? Le sens de la vie, ce n'est pas de se plaindre, de geindre, de condamner, de montrer du doigt, de se sentir coupable ou de culpabiliser. Non, le sens de la vie, c'est de magnifier ces fausses notes. Nous sommes là pour ça. Tout le sens de l'incarnation, c'est de magnifier à la fois les fausses notes dont j'ai hérité, celles de mes ancêtres, qui conditionnent ma carte génétique. Tous les traumas de mes ancêtres sont totalement imprimés dans ma carte génétique et je suis là pour les harmoniser. Et en même temps, les fausses notes que j'ai pu commettre dans ma vie, celles que j'ai pu subir, bien évidemment, comme tout à chacun, eh bien, je suis là non pas pour être en colère et pour en vouloir au monde entier ou pour me sentir coupable. Je suis là pour, pareil, les accueillir, les transformer et les harmoniser. C'est ça la vie, c'est ça le sens de la vie. Ça me rappelle quand j'étais au Japon, j'ai rencontré ce qu'on appelle là-bas un trésor national. Le trésor national, c'est la personne qui arrive à un degré de maîtrise dans un art, et c'est un calligraphe. Et je lui demandais à ce calligraphe, qui était un trésor national, donc qui avait la possibilité de transmettre son savoir à tous ceux qui le souhaitaient, comment il était arrivé à devenir un trésor national. Et à travers une calligraphie, il me montrait une calligraphie, et il me disait, dans cette calligraphie, il y a toutes les erreurs de ma vie. Mais oui. Dans la perfection de l'instant, il avait matérialisé toutes les erreurs de la vie sous une forme extraordinaire. Mais tu vois, ça me rappelle justement, tu dois connaître Hassan Massoudi. Oui. C'est un très grand calligraphe et nous avions fait un spectacle ensemble. J'improvisais sur sa calligraphie et lui improvisait avec sa calligraphie sur ma musique. Nous improvisions tous les deux. Et donc sur grand écran, c'était projeté son travail et le public voyait sa calligraphie. C'était au mois d'août. Et donc la lumière qui éclairait sa page, voilà, et puis qui était avec un rétroprojecteur envoyé sur le grand écran, attirait toutes les mouches. Et les mouches venaient marcher sur l'encre fraîche, voilà, l'encre de Chine. Avec son calame, il poussait la mouche, mais la mouche faisait des traces avec ses pattes. Et donc, le maître, Hassan, voilà, et c'est là que l'on voit que c'est un maître, aurait pu se plaindre en disant mais quelle est cette organisation, on ne peut pas travailler, c'est scandaleux. Eh bien, il a intégré les pattes de mouche dans les calligraphies.
Et ça a donné quelque chose de génial. Encore une fois de plus, l'erreur a permis à ce calligraphe de se dépasser. Voilà. Et c'est là où on reconnaît justement, finalement, je dirais, celui qui va prendre la posture du maître. Et c'est ce que j'invite, moi, à l'école de la fausse note. Je les fais travailler, les gens, au piano. Et il n'y a pas besoin de prérequis musical et c'est immédiat. Et du coup, ils ressortent de là. Je travaille avec deux psychiatres. Ils me disent, en 1 heure et demie de séance, ils me le disent, hein, je te répète ce que Bruno Roaldès m'a dit, on gagne des mois. En 1 heure et demie de piano, on gagne des mois en séance de psychanalyse. C'est un travail vraiment magnifique parce que, évidemment, la musique, comme la vie, n'est que vibration. Et que ce soit des stress, que ce soit des épisodes difficiles, tout ça, c'est de la vibration, c'est de la musique, tout ça. Et donc, quand on répond à la musique de la vie, aux fausses notes de la vie, avec de la musique, eh bien, c'est direct. On ne passe pas par le mental et on est là directement, on touche à la cellule. Et le travail est vraiment immédiat. C'est très, très, très puissant. Super. Ben, merci beaucoup Marc de cet échange. On va peut-être, si quelqu'un a des questions à te poser, on va passer quelques minutes à y répondre. Je vais reprendre du début. Ravi de retrouver Marc Vella, que j'ai croisé en banlieue d'Orléans. Ucimel. Est-ce que tu continues à te balader avec ton piano dans ce contexte de restriction de déplacement? Non, 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 non. Enfin, disons que j'ai toujours mes tournées. Là, ce soir, je suis à Cannes-sur-Mer. Demain, je vais donner une conférence et je vais faire un stage. Donc voilà, j'ai toujours mes tournées. Voilà, pour savoir, il suffit d'aller sur mon site. Mais autrement, j'aurais dû être en Éthiopie avec la caravane amoureuse, mais Oui. ça a été annulé. Hmm. Voilà. Ensuite, il y a Bernadette qui nous dit, peux-tu rappeler l'édition du livre L'éloge de la fausse note? Alors, il y a plusieurs livres. J'en ai écrit 7. J'ai écrit Le pianiste édition Très Daniel. Et La clé d'être, mon dernier, c'est chez Très Daniel aussi. Et puis Éloge de la fausse note, c'est aux éditions Le Jour, aux éditions de l'Homme, Sogides, c'est les éditions les mêmes que Guy Corneau, Thomas d'Assembourg, etc. C'est édition Le Jour. Ok. De toute façon, elle va sur mon site, hein, elle peut trouver tout ça sur mon site. Ouais, on mettra tout ça en dessous de la vidéo. Christiane, c'est fantastique cette démarche d'inviter celui qui vient avec ses croyances à jouer au piano, tel le maître, à savourer. Merci, c'est trop génial. Pétrir l'énéagramme de Mozart, c'est super. Alors bien, tout ça va bien avec la tarte tatin, mais chaude alors. Oui, pour de la fausse note, on est dans l'excellence. Trop fort, Marc, avec tes jeux de mots. Là maintenant, alors, est-ce que Marc dit quelque chose à propos de lorsqu'un choc arrive à sa main? Est-ce qu'un thé, la quinte de tout, vous êtes merveilleux tous deux, quel bonheur, merci, c'est touchant. Euh, Ucimel, je fais confiance à la vie pour qu'elle ne permette pas ce transhumanisme et de mon point de vue, elle ne le permettra pas. Beaucoup d'ombres sur Terre en ce moment, mais derrière une fabuleuse lumière. Marc, vous êtes passionnant. Merci beaucoup à vous deux. Catherine, Christiane, voler n'est pas forcément s'user, Marc. Magnifier les fausses notes, est-ce aussi ce qui se nomme aussi transcender? Oui, on peut dire ça. Après, c'est toujours les mots, hein. Chacun a envie de mettre ce qu'il veut derrière. Mais encore une fois, le mot usé, moi, je le trouve magnifique. C'est tout le sens même l'incarnation, c'est faire l'expérience. Pardon, j'ai une quinte de tout. Laquelle choisir? C'est un petit peu ce qui se joue en ce moment, d'ailleurs, la quinte de tout ou la quinte de tout. C'est l'alignement, évidemment, intérieur de la quinte de tout, T-O-U-T, voilà, évidemment, qu'il nous faut privilégier. Donc, je disais, le sens de l'incarnation, c'est faire l'expérience de l'offrande que nous sommes.
Et ça, c'est fondamental. Et donc, je me donne, je suis là pour m'offrir, tout comme les maîtres d'ailleurs se sont donnés. Mais on s'est bien rendu compte que dans l'histoire, la plupart des grands maîtres n'ont pas été reçus. D'ailleurs, on les appelait même les artistes maudits. Donc, on voit bien que se donner, c'est difficile. Mais pourtant, s'il y a bien un chemin spirituel, c'est bien celui-là, c'est celui de se donner, sans se préoccuper de savoir si l'on est reçu ou pas. D'ailleurs, on est reçu, c'est super. On n'est pas reçu, c'est super. Voilà, c'est tout. Ça n'a aucune importance. En fait, c'est comme la fleur. La fleur, elle s'ouvre, elle se donne, et puis à un moment donné, elle fane, elle s'use, et elle meurt. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est la grande danse, le grand jeu de la vie, c'est de se donner jusqu'à mourir. Mais au moins, ce que je sais, que même si la fleur s'ouvre, peut-être que cette fleur sera respirée ou pas. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que les étoiles regardent les fleurs qui s'ouvrent. Donc, c'est tout ce que j'appelle, moi, les dialogues enchantés, voilà, de tout ce qui est invisible à nos yeux et qu'on appelle l'écosystème, bien tristement. Quel mot barbare. Voilà. Alors que les dialogues enchantés, voilà, c'est de ça dont il s'agit. Et c'est comment on va rentrer dans cette, dans cette résonance, voilà, du vivant, celle qui, pour moi, s'appelle l'abandon. Voilà, je m'abandonne. Et dans cet abandon, il y a l'abondance. Voilà, et je me livre. Et je donne tout. Oui, et je muse. Bien sûr, je muse. Et c'est de là que va venir justement la créativité, la muse de l'artiste. Donc c'est un mot magnifique, le mot s'user. Ensuite, voler, ce que disait cette personne, le mot voler, l'envol, bah, c'est déterminant. Ça rejoint la jouissance. Curieusement, la jouissance, c'est le dicton populaire dit s'envoyer en l'air, c'est-à-dire voler. Hein. Le premier homme qui s'envoie en l'air, c'est Icare. Ah bah, et donc, qu'est-ce qui s'est ramassé? Et on voit bien donc que tous les mythes fondateurs ont été là pour nous culpabiliser. Voilà. Narcisse, bah, il s'aimait, mais ça lui a porté malheur. Icare, il s'envole, il se casse la figure. Et on voit bien que ça a créé des croyances, tout ça. Donc, il faut changer ces histoires pour changer les croyances. Narcisse, pour changer l'histoire, bah, il s'aime, il se donne. Il n'a qu'à se donner, il s'offre, il se donne au monde. Voilà, et c'est ça la clé de l'histoire. Il est reçu, c'est super, il n'est pas reçu, c'est super, mais il se donne. Alors que dans l'histoire, il ne se donne pas. Et Icare, eh bien, un Icare, c'est celui effectivement qui va découvrir ses ailes. Il redescend, et là, il invite les autres. Il invite les autres à l'envol. C'est ça un Icare. Ce n'est pas quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui invite les autres à se déployer. C'est ce que font les soignants, ceux qui s'occupent des autres. Il y a plein d'Icares autour de nous, de ces gens qui ont le souci de l'autre. Et ce que dit l'ange, dans les dialogues, il dit celui qui aide l'autre, ça s'appelle un être agissant. Et un être agissant n'a pas besoin de voler, parce que quand il fait ça, c'est le ciel qui vole à travers lui. C'est ça un Icare. Un Icare n'a pas besoin de voler, donc. Hein. Merci. Merci, merci. Christiane qui nous parle des pattes de mouche. L'expression, l'écriture de pattes de mouche prend un tout autre sens ici. Merci, merci. Mais c'est ça, vivre, c'est se donner au-delà du rejet. Merci pour cette magnifique métaphore. Les étoiles regardent les fleurs. C'est vrai qu'un maître comme sa rencontre, son don de lui, le rend attachant au plus haut. Merci pour ce rappel d'Icare. Voilà, on arrive au bout des conversations qu'on a avec les personnes qui étaient présentes ce soir. Donc, en dessous de la vidéo, bien entendu, je mettrai je mettrai ton site et les liens vers le programme de ce que tu fais, où les gens peuvent te retrouver.
Oui, ils peuvent s'inscrire à la newsletter via le site. Et ils Oui, s'inscrivent comme ça, ils reçoivent le programme, tout voilà, comme ça, simplement. ils recevront directement. Merci beaucoup, Marc, pour cet échange à bâton rompu. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Je pense que c'est un plaisir partagé par toutes les personnes, a priori, qui étaient là ce soir, plus celles qui le verront aussi en replay, puisqu'il y en avait un certain nombre qui ne pouvaient pas être là présentes ce soir. Donc, merci beaucoup de cet échange. Et puis, voilà, on se revoit ici ou ailleurs à travers nos pérégrinations. À un moment donné, on se retrouvera. Bah, la preuve, Oui, tout à fait. Merci bah, beaucoup. c'était un plaisir. C'était un plaisir. Très belle À la soirée. prochaine. Et n'hésite pas, Jnaël. À bientôt. Et le domaine t'est grand ouvert, Ok. ainsi qu'à nos amis qui nous ont écoutés. Vous êtes les bienvenus Le domaine de l'Essar. en Charente. À bientôt. Belle soirée. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.